Bonsoir chers amis. Avec Mohamed Moutawakan dans une seconde sur Marketing TV Monde. Dans une minute avec Mohamed Moutaba. Elle veut juste simuler en fait le service du café. Bonsoir. Bonsoir. On commence dans un moment, juste après le service. De Mamdiara Bousso. Moi, je vous dis gâte caf. C'est différent du service de musée sec de la fois passée. Bonsoir à vous, la poule. Voilà, ça c'est le Sénégal, au milieu. Voilà, bonsoir chers internautes, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis sur Marketing TV Monde pour parler d'un thème du management. Ce soir, j'ai invité mon grand frère, mon professeur, mon ami, le grand consultant, le consultant international Mohamed Moutawakan, et nous allons parler de service. Vous allez dire, mais ces gars-là, ils accordent beaucoup d'importance au service. La semaine passée, ils avaient parlé de service, ils reviennent encore parler de service. C'est important. Parce que, je vous l'avais dit la fois passée, nous vivons l'omniprésence des services. Vous avez vu tout à l'heure, le service de Mamdiara était impeccable. Et nous qui sommes devant vous, nous sommes là seulement pour vous rendre service. Et malheureusement, le service de la Sonatel a retardé un peu le démarrage de l'émission. Nous allons parler de service avec un spécialiste de la serviction. Est-ce que le terme existe, M. Kam? Serviction, ça se dit? Bonjour Laïbamba, ça se le dit. C'est un concept qui a été inventé par deux chercheurs canadiens, Pierre Eglier et Eric Bronchard, qui a été publié en 1987. Et c'est quasiment un concept fondateur dans le domaine du service. Et ça a été un concept qui a beaucoup apporté à ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche système. Vraiment, c'est quelque chose de fondamental dans le service, parce qu'au moins, c'est pour la première fois, on proposait une méthode de production du service, parce que la difficulté dans le service, c'est l'instantanéité. C'est le fait que la production, enfin, pendant qu'on sert, l'individu aussi consomme le service avec tous les risques d'erreurs qui peuvent en fait incommoder les clients et créer des insatisfactions. Donc le concept de servition est un concept particulièrement important et c'est le fondement de ce qu'on va appeler l'opérationnalisation des services. Très bien. Nous sommes déjà dans le débat alors qu'on n'a pas encore présenté notre invité. Vous voyez, vous allez être bien servi. Ce soir, je suis avec M. Mohamed Moutawakan. Mohamed Moutawakan. Qui est Mohamed Moutawakan? Alors bonjour Laïbamba, je suis très heureux de te retrouver.
Après 15 ans. Oui, et je voudrais te féliciter aussi pour tout ton parcours, toute l'expertise et tout ce que tu es en train de faire, aussi bien pour le marketing mais pour le management, et l'apport que tu, en tout cas les compléments que tu apportes aux étudiants, aux professionnels discrètement chez eux, pour leur permettre de mieux se capaciter, mais aussi permettre à des professionnels et à des universitaires de partager en dehors des cadres classiques, notamment des amphithéâtres. Voilà, bien. Alors, Mohamed Moujtaba Kane, très simplement, je suis un expert international en marketing. Je dirige et fondé en 2004 Avantage Consulting, que je dirige jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Nous travaillons dans beaucoup de domaines, notamment l'appui aux entreprises, tout ce qui concerne l'expertise dans le domaine du marketing, du management, de la finance, l'entrepreneuriat féminin, etc. Et tout. Ensuite, nous faisons aussi beaucoup de formations, nous faisons aussi quelquefois des séminaires extra-entreprises, voilà, c'est ça. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir été, en tout cas, lauréat cette année sur le jury international du MEDES, qui m'a fait l'honneur de décerner cette année le prix d'ambassadeur de l'excellence et du leadership pour le corridor 2019. Je voudrais encore en remercier devant vous le président Mbagnick Diop et le jury international du MEDES. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on peut revenir sur le parcours de M. Tabakane? Oui, parcours Le service qu'il a rendu surtout à la formation professionnelle. Parcours très simple, je ne voudrais pas qu'on perde beaucoup de temps là-dessus, mais on va en parler un peu, voilà. Le parcours, c'est que je suis un produit du Britannique militaire de Saint-Louis, comme mon ancien Souleymane Soumaré, l'excellent Souleymane Soumaré qui était là tout à l'heure, voilà. J'ai fait d'abord sciences juridiques à Paris, avant de faire notamment une formation en management commercial à la CCIP. Ensuite, j'ai fait aussi une formation en marketing et stratégie. J'ai fait aussi un master en management. Et je crois que c'est en 2010 aussi, parce qu'après, c'est moi qui ai fait le guide de la femme entrepreneur, les premières et deuxième éditions. Et j'en ai profité pour faire aussi une formation sur l'esprit des créations d'entreprise avec IFA PME, qui est une institution qui travaille avec Wallonie Bruxelles. Voilà, ça c'est l'aspect un peu parcours, peut-être apprentissage, voilà. Pour l'expertise, je suis expert depuis maintenant 20 ans, voilà, c'est un peu ça, je vieillis. J'ai travaillé pour plusieurs organisations internationales, que ce soit l'USAID, que ce soit la coopération luxembourgeoise, la coopération italienne, l'Union européenne, etc. Voilà. Je suis expert international du programme de mise à niveau de l'ONUDI. Voilà. J'ai fait partie des 15 experts qui avaient été sélectionnés par la Banque mondiale pour développer les Business Edge. Voilà. Voilà, j'ai été aussi enseignant. Voilà, j'ai enseigné. Vous êtes toujours enseignant. Voilà, j'ai enseigné dans beaucoup d'écoles, parmi lesquelles vraiment j'ai été responsable des filières marketing de l'IAM pendant, je sais pas, au moins 6 ans. J'ai enseigné à l'IFAS, que ce soit à l'ESP, à AFI, où j'ai aussi été directeur de l'assurance renforcement des capacités. J'ai enseigné à la chambre de commerce de Dakar, où je peux donner une liste énorme. Voilà. Alors, peut-être la chose qui est très importante à retenir aujourd'hui, c'est que je viens d'arrêter en fait l'enseignement. Donc ça fait 1 mois que j'ai arrêté de donner des cours. J'ai considéré que ça fait 21 ans que j'enseigne. Je crois que c'est très dense. C'est des temps énormes. Je me suis dit que je vieillis un peu. J'ai formé des gens comme vous, qui aujourd'hui sont excellents, qui font très bien le job, qui connaissent mieux l'actualité, en tout cas de la formation, qui peuvent mieux s'adapter et adapter le discours, notamment aux étudiants. Et j'en profite pour lancer un appel à tous les anciens étudiants, en tout cas les anciens étudiants, à côté de leur métier, de leur profession, de partager. L'enseignement, ce n'est pas pour de l'argent. J'entends souvent les gens dire kharmat, etc. Ça ne vous rapporte rien. Vous enseignez jusqu'à la fin du mois, on vous paye peut-être 200 000, 300 000. Ça, c'est moins que le travail d'un consultant. C'est moins que le travail d'un consultant gagne moins que ça. Enfin, plus que ça, du moins, sur une journée ou même moins que ça de travail. Donc, ce n'est pas pour l'argent, mais c'est surtout pour partager, parce que si on t'a donné des professionnels, c'est important aussi de partager avec les jeunes. Il a rendu service à toutes les écoles de formation, à tous les jeunes du Sénégal. Monsieur, merci. L'accueil. C'est un problème dans le pays. Aussi bien dans le public que dans le privé, surtout dans le public, l'accueil est décrié partout. Alors, il n'y a pas que le public, c'est qu'on se moque souvent du public. Mais au public, c'est pire. Là, je le dis, j'assume ce que j'ai dit, c'est pire au public. D'accord. Je voudrais rapidement, pour camper les choses, avant qu'on entre dans les aspects peut-être un peu plus techniques, faire ressortir quand même un certain nombre d'éléments
faut particulièrement bien comprendre. Ouais. Aujourd'hui, la compréhension qu'on a du marketing des services, sa mise en œuvre et tout ça, c'est très à la mode, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, certains ont parlé de servicialisation de l'économie pour montrer que réellement le service, dans la plupart des pays, la croissance est portée par le secteur des services. C'est un secteur très important. Voilà. Quand on parle des GAFA, c'est tous des prestataires de services. Ils ne sont pas dans les produits. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui est très très développé. Mais il faut comprendre une chose qui est très importante, c'est que le privé est obligé de s'adapter à la dynamique concurrentielle. Okay? Et quand aujourd'hui, par exemple, il y a une internationalisation du marché, quand les gens peuvent, à travers la télé, Netflix, etc., voir ce qui se passe à l'étranger, ils deviennent souvent très exigeants par rapport aux fournisseurs. Les entreprises sont obligées de s'adapter tout de suite. Le public, c'est autre chose. Le public, c'est toute une histoire. Le public est entré très tardivement dans le service. Parce que aussi, la doctrine, notamment au marketing, a pensé pendant très longtemps que ce n'était pas la peine de développer un marketing pour un secteur en fait, qui n'avait pas besoin de séduire sa clientèle, parce qu'ils sont liés par une charte fondamentale et notamment une législation. Par exemple, aujourd'hui, si je veux une pièce d'identité, ben, il n'y a pas de concurrence là. Ouais. Et même quand j'y vais, je suis obligé de respecter les normes que la loi m'impose. Ouais. Si je ne les respecte pas, peut-être que je vais aller en garde à vue. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Voilà. Quand vous prenez d'autres aspects, et souvent le public s'est plus focalisé sur les aspects juridiques, notamment de ces missions du genre la gratuité du service public, l'égal accès du service public, les prérogatives de puissance publique, etc. Donc le public est entré très tardivement dans ce secteur. Même les entreprises publiques qui étaient en position de monopole, parce que dans le public, il faut distinguer les services administratifs des établissements publics, industriels et commerciaux. Même ces établissements-là ont eu beaucoup de temps pour intégrer cette dimension-là, parce qu'ils se disaient on est en situation de monopole, on fait ce qu'on veut, c'est les gens qui ont besoin de nous, etc. Heureusement qu'aujourd'hui, ça a énormément changé. L'autre aspect qui est très important à comprendre aussi, c'est que le privé est toujours à la recherche de clients et augmente ses capacités pour s'adapter à l'augmentation de la clientèle. Mais dans nos pays, très sérieusement, au niveau du public, il y a une demande extrêmement supérieure à l'offre. Et si vous voulez, tout à l'heure, on en parlera. Un des aspects très très importants de l'accueil, c'est justement gérer la capacité du système de séduction. C'est-à-dire vous ne pouvez pas, par exemple, sur un système qui peut accueillir 100 personnes, vouloir traiter 1000 ou 200 ou 300 personnes. Ça pose un véritable problème. Et aujourd'hui, si vous voyez les entreprises, par exemple, ils ont des agences, etc. Ou bien ils vont même digitaliser les services. Aujourd'hui, l'État est en train de faire la même chose pour pouvoir dématérialiser, etc. Parce que ça permet en fait de pouvoir accroître sa capacité de satisfaire la demande. Mais quand la demande est largement supérieure à l'offre, il est parfaitement difficile de pouvoir aussi assurer un accueil de qualité, parce que la capacité est très importante. Comme le disait Eglier et Langeard aussi. Ouais. C'est ce que d'autres parlent également de surproduction de services et de sous-production de services. On peut le voir comme ça. On va revenir sur les aspects accueil. Monsieur Moutaba, oui. Qu'est-ce que l'accueil? Alors, je voudrais bien, avant qu'on parle de l'accueil, aussi cerner un peu pourquoi l'accueil c'est important. Peut-être que je vais répéter, parce que beaucoup de gens l'ont certainement dit à votre chaîne, mais il est important de revenir sur les caractéristiques du service. Le service, d'abord, il faut comprendre qu'il est très difficile à définir, d'abord, le service lui-même. Et il a fallu, en fait, partir de ces caractéristiques pour comprendre c'est quoi le service. Imaginez 5 caractéristiques importantes dans le service. 1, le service est intangible. On peut le goûter, le toucher, on peut l'évaluer avant de l'avoir consommé. Deuxièmement, le service est indivisible, c'est-à-dire que la prestation se passe au moment même où, voilà, par exemple, on a eu un petit retard pour les problèmes de connexion, et vous avez vu que ça a impacté tout de suite sur le spectateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du temps réel, c'est du live. Et le problème du live, c'est que quand on fait une erreur, c'est tout de suite perçu par le client. Autre caractéristique du service, c'est que le service est périssable. Quand on mobilise l'ensemble des moyens pour faire une prestation, si le nombre de clients attendus n'est pas au rendez-vous, ça crée des pertes sèches, parce que l'essentiel des coûts, c'est des coûts fixes. Il y a très peu de coûts variables. Un autre aspect, c'est la variabilité. Ça, on en parlera tout à l'heure. C'est le fait que les caractéristiques personnelles des prestataires entrent en jeu dans la prestation de service.
Il y a des gens lents, il y a d'autres qui sont moins lents, il y a des gens nerveux, il y a des gens très gentils, etc. Et la différence de caractéristiques ne permet pas d'assurer un certain standard dans la prestation de service. Ça aussi, c'est une autre caractéristique. Parce que ce n'est pas des machines, justement. Oui. En matière de service, c'est le matériel et les ressources humaines qui font le job. Ce n'est pas uniquement des machines, en fait, comme en industrie. Et le cinquième point qui est particulièrement important, c'est le fait que le client devient un prestataire de service. Il participe. Et Tucker et Langlois, deux Canadiens aussi, qui ont écrit un excellent livre sur le marketing des services qui s'appelle, je crois, Marketing relationnel, défi relationnel. Ils ont utilisé une boutade que j'ai adorée en disant qu'il faut considérer le client comme un employé à temps partiel, parce qu'il participe. Et malheureusement, si le client participe bien, c'est bien pour tout le monde, mais quand il participe mal, ben c'est mal pour l'entreprise, mais pas pour lui, puisqu'il reste après tout un client. Ouais. On peut maintenant passer à la définition de l'accueil. Oui, alors, maintenant, définir l'accueil, c'est comprendre les enjeux de l'accueil. Parce que quand je vous dis par exemple qu'il y a de l'intangibilité, c'est-à-dire quand le client arrive, notamment dans votre organisation, ce qui va se passer, c'est que le client va se dire « Ok, c'est bien, moi j'ai bien envie d'être avec vous, d'être là », mais le client, dès le début en fait, le client va se dire « Ok, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il est bien servi, ça va très très bien, il dit aujourd'hui c'est bien. La prochaine fois, quand il viendra avec une appréhension, parce qu'il sait que demain ça ne peut pas marcher. Donc il y a un défi. Il faut de manière continue revenir tout le temps en réalité sur l'amélioration de l'accueil. Maintenant, l'accueil, on peut le définir de plusieurs manières. Mais quoi qu'il en soit, et c'est une définition très simple parce qu'on n'est pas dans une salle de cours, c'est la vitrine à travers laquelle, en réalité, les clients apprécient la qualité de l'entreprise. La vitrine à travers laquelle les clients apprécient. Et même tout visiteur. Pas apprécie. seulement les clients. Tout visiteur apprécie la qualité de l'entreprise. Et ça, c'est un point extrêmement important. Donc, à travers la qualité du service, on peut se faire une idée de la qualité de l'entreprise. Je vous donne un exemple très simple. J'ai parlé du premier point tout à l'heure sur l'intangibilité. C'est-à-dire que le client ne peut pas apprécier a priori. Quand le client vient, c'est pourquoi on parlait tout à l'heure aussi des étapes de l'accueil, parce que l'accueil, ce n'est pas seulement quand vous entrez. Ça se passe avant. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe à Dakar. Toutes les entreprises cherchent de nouveaux sièges. Quand vous regardez la VDN, quand vous regardez les Amadi, il n'y a que des nouveaux sièges. Pourquoi? Parce que c'est le premier élément d'appréciation de la qualité d'un service. D'abord, c'est l'aménagement extérieur. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est très beau? Est-ce que ça attire? Est-ce que ça donne envie? Est-ce que ça correspond à ma personnalité? Donc ça, c'est un premier aspect extrêmement important. Deuxième élément, le client entre. Quand il entre, avant de parler à quelqu'un, il voit l'aménagement intérieur. Est-ce que le design est bien? Est-ce qu'il ne fait pas chaud? Est-ce que les gens peuvent circuler? Est-ce qu'il n'y a pas trop de bavardage? Est-ce que l'odeur est bonne? Est-ce que l'information est claire? Est-ce que les lumières, etc. Est-ce que les personnes qui sont à leur poste sont bien mises, etc. Donc tout ça, ça se fait. Et c'est après qu'on cherche à s'installer, à voir comment les gens interagissent, etc. Avant de rencontrer maintenant le troisième aspect, qui est le personnel de contact. Et là aussi, c'est extrêmement délicat. Parce que dès le premier contact, si la personne fait preuve d'incompétence, là, très sérieusement, ça peut décourager le client. Et quelquefois, il arrive souvent qu'un client arrive, entre, et dès qu'il parle à la personne, dès le premier rapport, il se dit c'est pas la peine, il retourne. Il n'a plus envie d'acheter ou en tout cas de demander des informations. La première impression. Oui, on dit souvent que la première impression est toujours la bonne. Un comédien français disait que surtout si elle est mauvaise. Voilà. Voilà donc l'importance de l'accueil. On va maintenant aborder les étapes de l'accueil. Pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes avec Mohamed Moutabakan. Et vous avez vu tout à l'heure, il a défini le service d'abord et ses caractéristiques principales, l'intangibilité, la variabilité, la participation du consommateur à la production de services et la simultanéité entre la production et la consommation, sans oublier la périssabilité. Les services sont périssables comme certains biens de grande consommation. C'est ça. Il vient de nous définir le concept de service, il va maintenant nous dire les différentes étapes de l'accueil. Monsieur Moutaba, avant d'aborder les étapes de l'accueil, aujourd'hui la plupart des gens, lorsqu'on parle d'accueil, ils pensent à une personne qui accueille. Mais j'ai vu récemment qu'il y a l'accueil téléphonique et l'accueil électronique également. J'espère qu'on va aborder ces points-là. On l'a dit tout à l'heure de manière très simple, parce qu'on n'est pas dans un débat académique. L'accueil, c'est la vitrine.
la vitrine, notamment, c'est comme quand on est au magasin. Le magasin, il peut être très petit, etc., mais il y a une vitrine qui, à partir de l'extérieur, attire les gens. Mais non, de l'extérieur, vous leur faites une promesse. Maintenant, à l'intérieur, il faudrait maintenant réaliser la promesse. Voilà. Ce qui se passe, qui est très simple, c'est qu'il faut comprendre que toutes les sphères d'interaction avec le client deviennent des vitrines. Avant, on a parlé longtemps de l'accueil physique, hein, en montrant que c'est très important. On disait par exemple que c'est en 12 secondes que le client se fait une impression. Ça, on peut y revenir. Ouais. Ensuite, le phonique s'est développé, le téléphone. Et on a commencé par se dire, oui, mais c'est vrai qu'on peut accueillir les gens au téléphone. Mais le téléphone, on ne se voit pas. Ouais. On s'entend. On ne se voit pas, on s'entend. Et là aussi, on s'est dit, c'est très important que les éléments déterminants, en tout cas du ressenti du client, puissent être communiqués à travers le téléphone. Notamment le sourire, etc., la gentillesse, qu'on peut montrer sur son visage. Au téléphone, il y a l'élocution, la diction, etc. Il y a tous les éléments d'expression orale qui permettent de régler ça. Et aujourd'hui, on est à l'ère du digital, avec bien sûr quelque chose qui est très très important, c'est d'avoir une fenêtre électronique qui puisse être particulièrement attirante. Et il faut comprendre que dans les fenêtres électroniques, c'est aller très très vite, parce qu'au départ on parlait des sites internet, notamment, mais aujourd'hui vous avez vu qu'il y a un développement important de ce qu'on appelle le community management. Et donc il y a les Snapchat, il y a les Facebook, enfin il y a le Twitter, etc. Donc tout ça, ce sont des vitrines sur lesquelles il faut apporter un soin particulièrement important. On va maintenant passer aux étapes de l'accueil. Oui. Alors, l'accueil, il faut des étapes, n'est-ce pas? Alors, il faut bien comprendre que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'accueil, ce n'est pas seulement quand l'individu entre. Ouais. J'aime souvent utiliser une expression wolof que j'adore. Allez-y. C'est et donc, si vite il est c'est très très important. Donc, l'accueil, ça démarre avant l'arrivée du client. C'est extrêmement important. Avant l'arrivée du client, comme je disais tout à l'heure, le client en arrivant, il faut d'abord qu'il puisse être bien indiqué, qu'il sache où est-ce qu'il va. J'ai regardé une vidéo virale, en tout cas un truc viral sur Internet récemment, où l'individu disait qu'en Europe, par exemple, ou aux États-Unis, quand on voulait indiquer à quelqu'un une route, une adresse, vous lui donnez l'adresse, il vient tout de suite. Mais quand c'est en Afrique, c'est ouais, Diak Delphi, après Diak Kotukambi, Diak Kotukertebi, tout ça, Ngalako, après il y a la boutique, après Boy Diak Date, etc. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont confrontées à ça. C'est un gros problème. Ouais. Donc, il faut en amont, déjà aujourd'hui, il y a des outils Internet, notamment il y a Google Maps, il y a tout ça, qui permettent déjà de dire au client, écoute, si tu veux venir chez nous, prends l'application telle, tu as l'itinéraire qui peut te guider, etc. Ça, c'est un point. L'autre aspect, c'est vraiment tout ce qui va concerner les panneaux d'indication. Donc, à mon avis, c'est vrai que souvent, les petites entreprises ont peur des patentes. Parce qu'il y a des textes aussi sur tout ce que vous mettez sur indication, mais je crois que quelquefois ça vaut le coup, surtout quand vous êtes dans une boutique, un truc comme ça. Il est important, vraiment, voilà, une agence, il est important de mettre des indications claires pour que les clients de loin puissent savoir comment est-ce qu'il va faire pour parvenir à votre entreprise. Ça, c'est un premier aspect orienté le client. Et un deuxième aspect très important, c'est l'aménagement extérieur. C'est très important. La propreté. Quand les gens parlent de propreté à Dakar, ce n'est pas seulement la propreté des rues. Aujourd'hui, quand on veut vendre le Sénégal, on commence d'abord par vendre la propreté de nos rues. Moi, quand je voyage, récemment j'étais au Cap, mais j'ai été séduit par le fait que vous ne voyez pas de sable, ni de poussière, ni rien. Vous croyez en Europe. Je disais en ami, c'est comme si on prenait une ville européenne pour l'installer directement en Afrique. Quoi. Et ça, c'est très très important, qu'il y ait de la propreté. C'est très important. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui laissent des vendeurs se mettre à l'entrée, vendre du café tout bas, vendre du crédit, des trucs comme ça. Je leur déconseille très fortement de laisser ces gens pulluler leur atmosphère. Il faut complètement dégager de manière claire, surtout quand on fait des investissements très très importants sur les matériaux pour mettre en valeur notamment l'entrée de l'accueil. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième aspect notamment de l'accueil, c'est à l'entrée. C'est à l'entrée. Et là, je voudrais aussi sensibiliser. C'est très important parce qu'à l'entrée, quelquefois, c'est un brouhaha terrible. Les gens discutent, parlent par ici, s'exclament, racontent. Non, l'entrée doit être fluide. Un des critères qui ont été donnés par les trois auteurs de la Cercle, notamment, à savoir Zeitan, Parasuraman et Berry,
Il disait que le premier critère de la qualité d'un service, c'est l'accessibilité du service. Il est important qu'à l'entrée, ce soit totalement dégagé et facilement accessible, qu'il n'y ait aucun obstacle. C'est très important. Le fait de mettre des gens à l'entrée, discuter, parloter, papoter, très sérieusement, je vous le déconseille très fortement. Maintenant, vient un problème qu'on rencontre souvent dans nos entreprises, c'est le problème des agents de sécurité. Et je crois que malheureusement, les entreprises font beaucoup d'efforts pour former leur personnel, mais font peu d'efforts pour, en tout cas, demander aux prestataires qui amènent des agents de sécurité à être formés dans leur métier. Parce que ce qui se passe, c'est que de plus en plus, les entreprises de services utilisent les agents de sécurité comme agents d'accueil. Alors que l'agent de sécurité n'est pas un agent d'accueil. Il faut vraiment comprendre ça. Un agent de sécurité, c'est quelqu'un qui est là pour la sécurité de l'établissement, c'est quelqu'un qui est là surtout pour protéger le personnel. Parce que dans l'accueil, quand un client se comporte mal, il n'y a qu'un seul secours, c'est l'agent de sécurité. Si l'agent de sécurité veut jouer au gentil, qui va protéger le personnel contre les clients? Ça, c'est un gros problème. Donc souvent, je le dis, il va être quelqu'un de méchant. Ah bon? Oui. Un agent de sécurité, il est là pour la sécurité. Il doit être particulièrement méchant, il doit être ferme, il doit être à cheval sur les règles et les procédures. Il ne doit pas être là à donner des tickets. Il n'est pas non plus un agent d'orientation. Ce n'est pas son job. L'entreprise doit, si c'est nécessaire, mettre un agent d'orientation qui fait partie du front office. Mais l'agent de sécurité ne fait pas partie du front office. Est-ce que les banques vous écoutent? Parce qu'il y a des banques où sont les agents de sécurité qui distribuent les tickets. Oui, c'est pourquoi je reviens là-dessus, parce que j'ai beaucoup de clients qui ont ces difficultés-là. Donc il faut comprendre que l'agent de sécurité ne fait pas partie du front office. C'est ce qu'on a, parce qu'il y a deux types d'individus qu'on trouve. Il y a ce qu'on appelle le personnel de contact ou le personnel en contact, et il y a ce qu'on appelle le personnel de soutien. Le personnel de soutien, c'est l'ensemble des individus qui peuvent intervenir, mais qui en fait n'ont pas à interagir avec la clientèle. C'est les techniciens de surface, c'est le gardien, etc. Donc le gardien n'a pas à être sympathique, il ne fait pas de l'accueil, il ne fait pas de l'orientation, il ne distribue pas de tickets, il ne gère pas la file d'attente. Je le dis à l'attention de tous mes amis. Donc ça c'est un aspect très important. Très important. Parce que quelquefois, l'entrée de l'entreprise nécessite des procédures de sécurité. Tout à fait. Il faut montrer sa pièce d'identité, ou bien il faut indiquer la personne qu'on vous voit, il y a quelquefois des procédures pour avoir des badges, etc. Maintenant, si vous venez et que l'agent est gentil, vous pouvez ne pas respecter les règles de sécurité. Et ça peut amener quelqu'un qui n'était pas attendu de venir. Ça peut être quelqu'un qu'on ne voulait pas voir qui va entrer. Ça peut être quelqu'un qui peut venir gêner une réunion. Et ça peut même être d'autres problèmes de sécurité. Donc ça, j'insiste énormément sur ce point-là, notamment à l'entrée. Voilà. Maintenant, peut-être il y a la troisième étape. La troisième étape, c'est à l'intérieur. En tout cas du magasin ou en tout cas de l'agence où on fait la prestation de service. À l'intérieur, il est extrêmement important de travailler 2 ou 3 aspects essentiels. Le premier aspect, c'est l'aménagement intérieur. Je dis souvent qu'il faudrait que les entreprises comprennent qu'une agence, c'est comme un point de vente. Il faut utiliser les outils du merchandising. Pour revenir un peu aux aspects théoriques, Grone Ross, qui est l'un des plus grands spécialistes du marketing des services, disait que autant en produit on a 4 P, Product, Price, Promotion, Place, autant il va dire en service il faut monter 2 autres variables très importantes, c'est la communication interne et la communication interactive. Pour 2 raisons. La communication interne, parce que le prestataire de service doit avoir le maximum ou l'ensemble des informations nécessaires pour faire sa prestation. C'est ce qui lui permet de bien prester et de ne pas manquer d'informations par rapport à la clientèle ou de ne pas respecter les procédures. Il faut qu'il ait l'ensemble des informations pour être à jour et bien presté. Donc, dans ce cas, souvent c'est les RH qui gèrent la communication interne, mais en matière de service, il est important que le marketing gère une partie des communications internes, notamment en direction du personnel de contact. L'autre aspect maintenant, c'est la communication interactive. Donc c'est la communication sur le lieu de vente, sur le lieu d'interaction. Et je parlais tout à l'heure de la participation des clients avec cette célèbre boutade, il faut le considérer comme un emploi à temps partiel. Pourquoi cette boutade me plaît? Parce qu'un employé, on le recrute, un employé, on le forme, un employé, on le motive. Et il est extrêmement important qu'à l'entrée, que dans l'enceinte de la prestation de service, que l'entreprise veille, à informer ses clients. Parce qu'ils participent. Que doivent-ils faire? Comment doivent-ils le faire?
il faut les informer. Est-ce que ça suffit? Non. Il faut les sensibiliser. Il faut qu'ils soient sensibles, qu'ils sentent l'intérêt de bien faire. Parce que si vous leur dites seulement ça qu'il faut faire et qu'ils n'y voient pas d'intérêt, ils peuvent apporter la défiance et dire oui, ils nous fatiguent, c'est pour nous retarder, ils ne sont pas gentils, ils sont comme ça. Il faut qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'il faut d'abord faire le rang, il faut prendre un ticket, il faut aller payer, ensuite, etc. Il faut qu'ils comprennent ça. Et il faut les encourager à le comprendre. Troisièmement, et qui est très important, c'est impliquer le personnel. Souvent, j'ai eu un client en 2002 qui avait des problèmes avec ses clients parce qu'elle avait des procédures de sécurité très très strictes et les clients se plaignaient. En certain moment, il m'a dit, je lui ai dit, bah, écoute, faisons une journée porte ouverte. Et on permettra aux clients de venir de voir ce qui se passe derrière, pour qu'ils comprennent. Et après, on le fait chaque année, et après, il a été extrêmement heureux, et les clients se sont mieux, en tout cas, se sont mieux comportés, et après, respectaient mieux les consignes qu'on leur donnait, parce qu'ils comprenaient, en fait, parce que c'était du transport, notamment maritime. Donc, pour informer et sensibiliser, allons rencontrer Aïda, même si certains disent que Aïda est dépassée, mais j'adore Aïda. Hein. Attention, intérêt, désir, achat, je crois que, bon, ça les étudiants comprennent. Voilà. Et ça, c'est très important. Souvent, les gens disent, oui, il y a une note qui est là-bas, vous ne l'avez pas lue. Non, mais vous croyez que tout le monde lit les notes? Mais même dans les entreprises, les gens ne vont pas lire les notes de service. Voilà. Ensuite, ça va être, vous allez regarder le truc, ça défile. Non. Ou bien, oui, c'est dans un dépliant. J'entre dans beaucoup, je n'ai pas envie de donner un secteur particulier, mais vous êtes dans plusieurs secteurs où on met des dépliants ou des flyers. Personne ne les prend. On les met d'une année à l'autre, personne ne les prend. Et il ne se pose jamais la question de savoir, mais est-ce que les clients voient ça? Est-ce qu'on leur donne l'occasion de les prendre? Parce que ces dépliants servent pour que le client, quand il arrive, il puisse s'informer, savoir comment s'y prendre avant même de vous rencontrer. Mais si vous mettez le dépliant au guichet même où il doit faire la prestation, et bonjour les dégâts. Ça aussi, c'est des éléments sur lesquels on ne réfléchit pas énormément. Voilà, bien. Maintenant, l'autre aspect qui est très important à l'intérieur notamment en tout cas de l'espace d'interaction, c'est travailler notamment l'aménagement intérieur. Je dis souvent, l'aménagement intérieur, c'est un métier. Aujourd'hui, dans l'architecture, il y a des gens qui sont spécialisés en ce qu'on appelle architecture d'intérieur. C'est ça leur job. Et ils vont, ah oui, c'est extrêmement important. Parce que il faut, enfin déjà avant même l'architecture, c'est vrai qu'en amont, il faut se poser la question de la capacité. On revient sur la séduction. Dans mon agence, combien de personnes je peux accueillir au maximum? Mais il faut se poser aussi les bonnes questions. Les personnes que je reçois, c'est quoi leur taille? Il m'est arrivé d'entrer dans une agence, parce que je ne vais pas donner vraiment de nom, où par exemple les trucs qui pendaient là me tapaient sur la tête. Ah oui, parce qu'ils n'avaient pas analysé quelle était la taille maximale d'un Sénégalais. Voilà, parce que c'est très important de mettre les panneaux, ou en tout cas des indications, à un niveau où l'individu peut le voir sans que ça puisse le gêner. Aussi bien pour les petits que pour les grands. Donc ça, les gens n'y font pas attention. L'autre aspect, on ne fait pas attention par exemple aux tailles et à l'envergure des gens. Je te vous donne un exemple très simple. Quelquefois vous allez quelque part, excusez-moi, hein, vous avez ma grande sœur par exemple qui est, voilà, elle s'assoit sur sa place, personne d'autre ne pourra s'asseoir à côté d'elle. Elle prend 2 ou 3 places. Et on aurait pu prendre ça en charge. Je ne parle pas des handicapés, je ne parle pas des femmes enceintes, je ne parle pas de tous ces trucs-là qu'on ne prend pas en charge. L'autre aspect, c'est l'ergonomie. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait dans l'agence. Ben, on attend, on circule, on va voir quelqu'un dans un bureau, on va à la caisse. Il y a plusieurs activités dont les gens et il ne faut pas que les gens se heurtent. Et il ne faut pas qu'il y ait d'accessibilité, enfin d'obstacles. Mais surtout, il est important de garantir la sécurité physique des clients. Ouais. Et ça, c'est un autre point souligné par Zétan, Paramount, Solomon et Berry. Parmi les 10 critères de qualité de service, la sécurité physique, c'est extrêmement important. Voilà. Maintenant, si on peut continuer toujours à l'intérieur, il y a... Est-ce qu'on peut prendre une petite pause? Écoutez, la musique, Charlot, moi, ce que j'aimais dans votre discours, c'est la propreté. C'est très important. La propreté. C'est fondamental. On va écouter celle de Charlot. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vais prendre un peu de... Tu es toujours en tête. Je suis direct. C'est mon live. Aujourd'hui, c'est le jour de... Ouais. Nous sommes dans l'hôtel Colonial
ça, M. Khan. Oui. L'hôtel Cologna est sous le phare des Mamelles, en face. Le téléphone, c'est le 33 820 40 40. Voilà. 7 de Charlot, on revient dans quelques secondes avec M. Mohamed Moutabaka. On peut en profiter pour remercier ceux qui nous suivent, M. Khan. Oui, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui nous suivent en direct, notamment. Je voudrais d'abord citer monsieur Laurent Salassaro, qui est le directeur général de l'Office national de l'assainissement. Ah, on parle de propreté. Oui, lui, il est en train de faire un grand job là-bas. Il est l'une des personnes du secteur privé qui ont pris le risque. Parce qu'à mon avis, c'est un risque, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Ils ont pris le risque de laisser tout ça de côté et de venir appuyer le secteur public. Parce que pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de barrière entre le secteur public et le secteur privé. Ouais. Pour moi, il faudrait que le secteur public accepte d'utiliser les méthodes modernes en cas privé du management. Une étude qui a été faite en France sur la qualité des services publics, il y a moins de 2 mois, ça a été publié, a montré que l'une des barrières de la qualité des services, notamment en France, c'est le fait que le management public reste encore très loin des standards du secteur privé. Je voudrais le saluer. Je voudrais saluer bien sûr tous mes anciens étudiants, mes amis, mes promotionnaires et amis du PMS là, qui nous regardent avec beaucoup de fierté. Vous savez, les anciens enfants sont très fiers, c'est ça. Même si on les accuse d'être des mafieux, mais ils n'ont rien de mafieux. C'est des gens qui sont très fiers d'avoir été dans une école d'excellence. Et je crois qu'ils ont raison d'être fiers de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, ils brillent dans quasiment tous les secteurs d'activité. Et ce n'est pas à leur honneur à eux, c'est à l'honneur du Sénégal qui a mis les moyens pour leur donner notamment la qualité de prestation. Bien. Je voudrais aussi saluer les collègues, enfin anciens collègues enseignants, voilà, et tous ces professeurs qui nous regardent. Je voudrais aussi saluer aussi les professionnels qui sont intéressés par ce qu'on nous dit, en disant toujours que vous pouvez envoyer des commentaires sur le message sur Live Bomba pour aller prendre en charge pour qu'on puisse apporter les meilleurs éclairages. Voilà, merci à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes en direct sur Marketing TV Monde depuis l'hôtel Cologna. Monsieur Moutabaka, un mot sur l'hôtel Cologna avant de continuer. Un mot sur Cologna. Oui, c'est un nouvel hôtel, un excellent hôtel, très beau, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est un hôtel qui appartient à un monsieur pour qui j'ai énormément de respect, un très grand entrepreneur qui a créé beaucoup d'entreprises, très discret, personne ne le connaît. Il crée beaucoup d'entreprises, crée beaucoup de valeur ajoutée et particulièrement dynamique et quelqu'un qui réellement est un exemple dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Il a fait des hôtels de 2 étoiles, 3 étoiles et là il évolue vraiment sur encore un niveau beaucoup plus élevé. J'aurais bien voulu montrer, mais malheureusement c'est pas possible. On le fera la semaine prochaine. Très sérieusement, on est en face du phare des Mamelles, on a de l'autre côté on a le monument de la Renaissance. Et pour peu qu'on est sur la piscine, on voit l'océan à perte de vue. C'est énorme, c'est très joli. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une piscine au 5e étage. Ah oui, au 5e. Et tout à l'heure, je disais à quelqu'un en bas, pourquoi vous n'avez pas déclaré 4 étoiles? Parce que pour moi, aujourd'hui, cet hôtel n'envie rien aux hôtels qui font 4 étoiles. Mais je crois que déjà, ils sont à 3 étoiles luxe et c'est extrêmement important. Donc, je voudrais convier tous qui ont des manifestations, qui veulent se reposer tout simplement, qui veulent prendre un bon café. Vous m'avez vu tout à l'heure au bar avec des serveurs de très rare qualité, voilà, qui font de très bons services. Voilà, donc, vous pouvez passer à l'hôtel Cologna, je crois qu'ils ont les coordonnées sur la carnet. 820 40 40, 33 820 40 40 pour la réservation. Voilà, c'est ça. Et vous serez. Maintenant, si vous avez vu un petit écart dans la qualité des services, je serai là pour vous aider à régler ce problème-là. On va en profiter pour parler d'Avantage Consulting. Oui. Alors, Avantage Consulting, ça a été une création comme ça, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'étais plus dans mon esprit un expert international. J'ai toujours pensé que ce qui est important, c'est la technicité. Je me suis toujours focalisé sur toujours m'améliorer
améliorer mes connaissances, améliorer mes savoirs, améliorer mes prestations et garantir la qualité de mes prestations. Parce que pour moi, la meilleure garantie de succès pour une entreprise, pour un individu, c'est la qualité de prestations. Ça, je crois que c'est fondamental, c'est mon levier, c'est vraiment la chose à laquelle je tiens énormément. Et c'est vrai que des gens comme Mbagnick Diop, comme d'autres gens, m'ont dit, mais écoute, pourquoi est-ce que tu travailles pour les autres seulement? Pourquoi tu ne pourrais pas te focaliser et faire un truc pour toi? Et c'est le Fonds Nef, en fait, c'est l'actuel 3FPT, qui m'avait encouragé déjà en 2004, je crois que j'étais à l'IAM, m'ont dit, mais écoutez, M. Kane, pourquoi vous ne pouvez pas créer une entreprise, on va vous accueillir. Et c'est comme ça que je l'ai créé, et j'avais mon bureau à côté de la maison de Jacques Diouf à Mermoz Pyrotechnie, je crois. Je crois que c'était ça, voilà. Et c'est comme ça que j'ai créé l'entreprise en me disant, bah, écoute, je vais prendre des petits marchés parce que je vais plus travailler comme expert. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'après, petit à petit, je me suis fait connaître. Beaucoup d'entreprises m'ont fait confiance. J'ai travaillé avec l'État du Sénégal, comme je dis, j'ai fait le guide de la femme entrepreneur. J'ai fait le plan de com pour la vulgarisation et l'application du code du travail. J'ai fait le plan de com de l'ANEV. J'ai participé à la stratégie biocarburant du Sénégal. Bon, je travaille avec beaucoup d'organisations publiques et je me suis dit c'est une occasion. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de grandes entreprises, avec l'État. Je travaille avec beaucoup d'organisations internationales et je voudrais aussi les remercier parce que très sérieusement, l'avantage de travailler avec les organisations internationales, c'est de pouvoir s'améliorer. Ils vous exigent de donner le meilleur de vous. Et ça vous permet, vous aussi, de pouvoir vous orienter en cas d'améliorer votre pratique professionnelle. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'aller à l'international, que ce soit au Mali, au Burkina, au Cameroun, ailleurs, etc., en Côte d'Ivoire, et de pouvoir notamment faire des prestations qui honorent au moins la jante intellectuelle sénégalaise. Voilà. Le contact et l'adresse physique de Avantage? Oui, le téléphone c'est alors 33 867 06 46. J'espère que Marina me regarde et que je c'est bien cela. Voilà, c'est ça, 33 867 06 46, voilà. Je crois qu'après tu mettras le email. Voilà. Autrement, on a notre page Facebook, Avantage Consulting. Avantage, c'est AVENTAGE Consulting. Donc, on a aussi la page web, la page internet du moins, qui est en train d'être listée et qui sera disponible très très bientôt. Voilà. Donc, vous faites du conseil? Alors, on fait pour dire très clairement, on fait vraiment de l'expertise. On fait énormément d'études, que ce soit dans le domaine du marketing, et on travaille sur plusieurs aspects, aussi bien on travaille dans le domaine de l'assainissement. Aujourd'hui, on est arrivé quand même à pouvoir être reconnu dans ce domaine-là. C'est pas seulement l'ONAS, il y a énormément d'acteurs. On travaille très peu avec l'ONAS, mais nos plus grands donneurs d'ordre sont des organisations qui travaillent directement avec la Fondation Bill et Melinda Gates. Voilà. On travaille pour d'autres programmes des Nations Unies, des programmes des Nations Unies pour l'environnement, pour l'UNI, etc. Voilà, on fait beaucoup de bonnes choses. Je ne peux pas sortir ce qu'on est en train de faire, mais on fait énormément d'expertise, des études, des plans, on fait des suivis d'évaluation, on fait notamment aussi beaucoup des formations. Et je crois que nous sommes le seul cabinet au Sénégal qui dit à nos clients, si vous n'êtes pas satisfait, on rembourse ou bien on reprend l'activité jusqu'à ce que vous soyez satisfait à nos propres frais. C'est très important parce que je crois que nous sommes le seul cabinet à avoir une charte d'engagement satisfaction client en 10 points. Ça aussi c'est très important et c'est pour vous dire aussi l'importance de la qualité dans nos prestations. Voilà, on va revenir un peu sur l'accueil. Oui. N'importe qui ne peut pas accueillir, j'espère bien, M. Kane. Pour accueillir, il faut avoir certaines qualités. Ah oui. Quelles sont les qualités de celui qui accueille, de celle qui accueille? Alors, l'accueil, c'est un métier. Je voudrais vraiment revenir là-dessus. Parce que c'est comme la vente. Quand vous prenez la vente, pendant longtemps, c'était une pratique. Et souvent, la vente, c'est les gens qui n'avaient pas de métier ou qui avaient échoué à l'école qui faisaient ça. Tu n'avais rien à faire, on te dit, bon, comme tu ne peux rien faire, alors tu vas vendre, c'est juste de parler, de chercher, etc. C'est pourquoi d'ailleurs, jusqu'à présent, on lie au statut du vendeur, ou en tout cas au vendeur, cette tâche-là, du genre, c'est des tchatcheurs, c'est des beaux-parents, etc. Voilà. Ça, c'est né de ça. Mais il a fallu que des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, des hommes courageux disent que non, c'est un métier. Ils ont créé des écoles, comme notamment en France, par exemple, il y a la CCIP, notamment la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui vraiment a généré beaucoup d'écoles, que ce soit Négociat, que ce soit HEC Paris, etc., et qui ont pu vraiment développer en contenu, créer une formation et créer des niveaux.
Et c'est là qu'on a vu qu'être vendeur, c'est pas seulement vendre des produits, ça peut être jusqu'à ingénieur commercial. Et aujourd'hui, on a vu, comme M. Soumaré, des gens qui ont un doctorat et qui continuent à être des commerciaux, comme c'est le cas des visiteurs commerciaux, des visiteurs médicaux. Alors, maintenant, l'accueil, c'est le même cas que la vente. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais à la maison? Ben, je fais rien. Ben, viens vendre dans mon magasin, tu vois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Bifatou, Raymond, tu vois. Ah bon? Ben, tu vas venir travailler chez nous, ça ne demande pas beaucoup de choses. Aussi, l'accueil est un métier. Je voudrais que les gens comprennent que c'est un métier. Comme être comptable, comme être auditeur, comme être expert marketing, comme expert, je sais pas. C'est un vrai métier. Et c'est un métier extrêmement important. Pourquoi? Parce que vous êtes le premier contact de l'entreprise. Si vous avez l'entreprise la plus extraordinaire, les ressources humaines les plus extraordinaires, les matériaux, l'aménagement, le décor le plus exceptionnel, et que la personne qui fait l'accueil ne soit pas une personne compétente, vous aurez fait écrouler votre château. Donc l'accueil, c'est une compétence. Une compétence, ça veut dire quoi? Il faut l'apprendre. Maintenant, peut-être que les écoles doivent offrir des formations en accueil. Maintenant, les écoles développent ça, des formations en accueil. Voilà, tu vois, je suis un peu vieux maintenant. Avec ton haut là, tu es plus jeune que moi. Tu vois, donc voilà, déjà ça c'est très intéressant de voir ça. Donc c'est très important de savoir qu'il y a des formations. L'accueil aussi, il y a différents types d'accueil, attention. Il y a l'accueil dans le secteur médical, il y a l'accueil à l'hôtel, l'accueil c'est dans plusieurs secteurs. Et je crois que de plus en plus aussi, ne soyons pas comme on le fait dans les formations générales. De plus en plus aussi, il faudrait que les formations collent plus au métier, mais c'est l'éternel débat, notamment de l'adéquation formation-emploi, mais ça, on peut en parler d'autres experts plus qualifiés que moi. Bien. Alors, maintenant, votre question, c'est... Les compétences, mais les qualités de celui qui accueille. Super. Pour faire de l'accueil, donc j'avais dit, il faut être formé. Pourquoi? Parce que vous êtes un acteur. Et ça, c'est très important. Vous êtes un acteur. C'est comme Saner, qui fait son show à... je ne le connais pas, mais il est brillant. Qui fait son show au Grand Théâtre. Vous voyez, ah, Saner, aujourd'hui, il m'a fait rire, etc. C'est bien. Mais Saner que vous voyez à la télé ou au Grand Théâtre, c'est pas ça sa vie. Il n'est pas comme ça dans la vie réelle. Il joue un rôle, c'est un acteur. Il faut très très bien comprendre ça. C'est un acteur. C'est quelqu'un qui se dit, le matin, j'entre dans une autre peau. Je porte l'habit de l'entreprise, je porte le nom de l'entreprise, je ne suis plus moi, je reste à la maison. Donc, quand je sors de chez moi pour aller travailler, toutes mes caractéristiques personnelles doivent rester à la maison. C'est extrêmement important et je voudrais insister là-dessus. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens chez nous se réveillent en amenant, j'allais dire, tout leur bagage avec eux pour aller travailler. C'est pour rire. Voilà. C'est là que vous allez voir quelqu'un très nerveux comme moi qui amène sa nervosité au job et il devient insupportable. Si vous allez voir quelqu'un comme moi qui aime discuter, parloter, qui l'amène et qui retarde tout le monde. Ok? C'est quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, qui a des problèmes personnels à la maison ou avec ses amis, qui l'amène au bureau et qui en veut à tout le monde. C'est un laïbamba qui a une déception amoureuse avec une femme et qui va détester toutes les femmes, tu vois. Donc, pourquoi tu l'amènes au bureau? On n'a pas besoin de ça, nous. Il ne faut pas nous amener ça au bureau. C'est très, très, très important. C'est d'autres qui vont dire, bah alors tu ne sais pas que moi je suis tel. Ben si tu es tel, tu restes chez toi. Tu ne viens pas. Voilà, moi je viens de telle lignée, je viens de telle famille, alors moi j'ai fait un doctorat, mais c'est parce que bon, ici, je suis ici en attendant, excusez-moi du mot, on s'en fout. Voilà, si vous pensez que vous voulez faire un métier de doctorat, allez le faire, mais ne venez pas ici. Si vous êtes d'une très très grande famille, ben restez dans votre grande famille et ne venez pas. Vos caractéristiques personnelles, de grâce, gardez-les à la maison, ne les amenez pas au bureau. Pourquoi? Parce que quand vous entrez dans l'entreprise, vous travaillez au nom et pour le compte de l'entreprise, vous n'êtes plus là. La preuve, c'est que l'entreprise vous paye cet effort que vous faites, cette subrogation, pour utiliser un terme juridique, que vous faites pour enlever votre personne et porter la personne de l'entreprise. Et ça vous permet maintenant, quand, excusez-moi, un laïbamba passe et vous dit « Ah, mais mademoiselle, vous êtes très belle », ça ne va pas vous choquer, parce que vous saurez que vous n'êtes pas là. Quand un laïbamba vous dit « Excusez-moi, madame, mais vraiment, vous êtes très très lente », hein, vous n'allez pas être choqué, parce que vous savez que vous n'êtes pas là.
quand la Bamba passe et vous dit oui mais monsieur, vraiment monsieur, tout le monde attend, mais vous êtes là à parler avec cette fille là, ça ne va pas vous emmerder, ça ne va pas vous fatiguer, ça ne va pas vous faire mal, parce que vous n'êtes pas là. Ouais. Parce que toutes ces personnes qui vous critiquent ou qui vous disent des choses qui peuvent être censées déplacer, ne vous le diront jamais en dehors de l'entreprise de service. Et j'ai vraiment envie d'encore sensibiliser les Sénégalais qui travaillent dans l'accueil, quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils sont, de comprendre que vos caractéristiques personnelles, votre importance, votre cursus, tout ça, de grâce, c'est des bagages trop lourds, laissez-les à la maison, ça vous permet de venir à l'entreprise plus frais, plus dynamique, plus joyeux, plus souriant, avec un punch énorme. Prenez toujours un petit café si vous prenez du café, ça vous permettra de faire un service de 8 heures, parfait, où tout le monde va être content. Et vous imaginez derrière les 13e mois, les primes, etc. et tout, voilà, je vous le conseille très fortement. Voilà, bien. Voilà. Maintenant, les qualités. Ouais. Les qualités de l'accueil sont les qualités de quelqu'un qui fait du marketing. Je veux que ça soit très clair. L'accueil est un métier marketing. Ça, il faut très bien comprendre. C'est un des métiers de la fonction marketing. Parce que la fonction marketing, c'est la fonction d'interface avec la clientèle. Énormément de qualités. Je peux vous citer 20, 30 qualités. Il y en a énormément. On ne va pas traiter, on ne va pas dire tout ça. On va sortir quelques qualités qui sont, à mon avis, d'une importance capitale. La première qualité, enfin, les premières qualités, c'est les qualités psychologiques. Si on a du temps, je peux juste vous laisser. Pourquoi les qualités psychologiques sont importantes pour les universitaires et les étudiants qui vous regardent? Pendant longtemps, on était dans une situation où la relation avec le client était basée sur des modèles économiques, genre la théorie classique de l'économie, je veux dire la théorie néoclassique, où on va dire que la relation, c'est une histoire de si tu vends moins cher, ça marchera, ou si le produit est de qualité, ça marchera, ou si tu fais de la pub, ça marchera. Non, ça ne marchera pas comme ça. Il est important qu'on comprenne que le marketing a changé depuis très longtemps, depuis les années 60, 70. Et Peter Drucker, qui est le père en tout cas de ce qu'on appelle l'orientation client, donc du marketing moderne, à côté de Theodore Levitt et de comment il s'appelle, de Peter Drucker, il disait que vous ne pouvez pas choisir à la place du client. Vous ne pouvez pas réfléchir à la place du client. Et pour poser le principe d'orientation client, le premier point qu'il a posé, il s'est dit, mais qu'est-ce que veut une entreprise? Et là, la réflexion, il s'est dit, mais ce que l'entreprise veut avoir, c'est avoir du bénéfice, c'est s'agrandir, c'est s'internationaliser, c'est rester le plus longtemps possible. Et on s'est dit, mais ok, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Ben, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des clients qui viennent et qui payent. Donc il va dire que la semence, pour utiliser un terme agricole, de l'entreprise, c'est le client. C'est la semence de l'entreprise. Et la semence, c'est ce qui permet d'avoir le reste. Des tiges, etc., des graines et tout. Donc si tu tues une semence, tu as perdu une occasion d'avoir un arbre de peut-être des milliers de graines. Considérez donc chaque client comme une semence. Parce que c'est elle qui vous permet d'avoir de l'argent. Et il va sortir un autre aspect important. Il va dire, vous, entreprise, vous êtes important, mais vous n'êtes pas déterminant dans votre propre processus de développement. Et quelquefois, vous allez dans les entreprises où on vous dit, nous ne sommes pas n'importe qui, on est une multinationale. Si, vous êtes n'importe qui. Vraiment, excusez-moi, mais vous êtes n'importe qui. Oui, mais nous ne sommes pas n'importe qui parce que nous travaillons avec tel. Si, vous êtes n'importe qui. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. Face à un client, vous êtes n'importe qui. Vous ne serez que ce que le client pensera de vous. C'est pourquoi il va dire que c'est le client qui détermine ce qu'est une entreprise. Parce que si tu es bon, si tu n'es pas bon, c'est l'indicateur de position, la hiérarchie sur un marché, l'indicateur c'est quoi? C'est la part de marché, c'est quoi? C'est celui qui a le plus de clients. Ce qui permet d'être le meilleur, c'est celui qui a le plus de clients. Donc que vous ayez la meilleure technologie, les meilleures personnes, les meilleures références, et que vous n'êtes pas le premier sur le marché, vous n'êtes pas bon. Enfin, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas le meilleur. Le meilleur, en tout cas, c'est celui qui a le plus de clients. Donc le client est déterminant. Et qu'est-ce qui va permettre de gagner le client, de le garder pendant très très longtemps? C'est deux choses. Un, comprendre que la démarche d'achat est une démarche psychologique. Si vous ne le comprenez pas, vous n'avez rien compris. Et je vais donner un exemple très simple. Si demain vous entrez dans une boutique de votre quartier, le monsieur vous dit, le vendeur vous dit, oui, mais vous lui dites, par exemple, je veux une boîte d'allumettes. Vous dites, ok, là, moi je vends la boîte d'allumettes à 25 francs, vous allez acheter? À 50 francs, vous allez acheter?
Non, vous n'allez pas acheter. Parce que vous dites non, pour moi, la boîte d'annuel, elle coûte 25 francs. Et peut-être que vous avez 50 000 dans votre poche. Vous avez 1000 fois 50 francs. Mais dans votre tête, ce produit-là, il va coûter 25 000. De la même manière, quelquefois, vous allez voir le costard de l'Aïbomba, vous dites, mais là, c'est très joli son costard, tu le vends à combien? Il vous dit, bah, écoutez, je le vends à 500 000. Vous dites 500 000, oui, mais moi, je ne gagne que 100 000. Hein. Mais grand, est-ce qu'il est possible qu'on trouve des solutions pour que j'achète? Il va se débrouiller et aller rechercher les ressources nécessaires, quitte à s'endetter pour acheter. Donc, le client qui achète, il n'achète pas à travers ce qu'il a dans la poche, mais c'est son esprit qui achète. Ce qui va faire que Häagen-Dazs, excusez-moi de donner des mots de marque comme ça, va nous vendre que Häagen-Dazs se réveille et nous crée dans notre tête que c'est une glace américaine de luxe. Et je crois que c'est même une marque française d'ailleurs, mais une glace américaine de luxe. Et ils sont arrivés quand même à entrer par le haut du marché en se positionnant comme une glace haut de gamme, ce qu'on ne comprenait pas du tout, et à s'imposer tout de suite devant des grosses marques comme Magnum, etc. Et ça s'est vendu. Voilà. Aujourd'hui, donc, l'achat est d'abord psychologique. Donc, le comportement du client est d'abord psychologique. C'est extrêmement important. C'est pourquoi c'est pour faire comprendre l'importance de la psychologie dans les qualités. L'autre aspect sur lequel je vais insister, c'est que la qualité s'apprécie à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle une qualité objective, qui répond au respect notamment des normes de servition, des normes de qualité, etc. Donc ça, c'est des processus pour s'assurer qu'un service est servi de manière conforme aux exigences de la clientèle. Ça, c'est une chose. Mais un autre aspect qui est très très important, c'est la qualité subjective. Votre qualité peut être la meilleure du monde, le client peut avoir sa propre impression ou sa propre appréciation qui n'est pas celle que vous pensez avoir délivrée. Et vous ne pouvez pas dire on est les meilleurs, on est certifiés. Même si vous êtes certifié de toutes les certifications du monde et que le client n'est pas content, ben c'est parce que ce que vous avez fait, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'entre la qualité objective et la satisfaction du client, il y a un interlocuteur qui s'appelle agent d'accueil personnel de l'entreprise. Parce que quelquefois, il y a des procédures très très bien faites. Je vous donne un exemple très très simple. Le client peut vous dire je prends ici par exemple le café. Vraiment, monsieur, votre café est vraiment parfait, j'ai aimé ce café, voilà. Bon, alors, est-ce que je peux avoir un deuxième café, mais vous me le ferez vraiment 50% moins cher, quoi. Hein? Je suis avec 5 copains, on a tous pris, moi j'ai pris, etc. Et souvent, ça va être, excusez-moi monsieur, mais c'est pas possible. C'est vrai que la procédure va vous dire que c'est pas possible, on ne donne pas gratuitement le café. Ouais, la tarification est fixe. Voilà. Donc, vous respectez les normes de qualité. Mais le client n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce que le personnel de contact n'a pas pris en compte l'importance de l'appréciation subjective que le client va faire. Alors ça aurait été, nous sommes très honorés que vous ayez apprécié le café. Alors le problème, c'est, la difficulté que nous avons actuellement, c'est que je crois qu'il nous reste très très peu de café, mais je voudrais bien prendre vos coordonnées ou bien votre numéro de téléphone et puis on va vous inviter avec vos amis pour prendre du café et on vous fera dans les meilleures conditions. Voilà. Ou bien, écoutez monsieur, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas de café, mais on a des petites barres de chocolat que je peux vous donner, vraiment vous pouvez le garder comme souvenir de votre passage chez nous et nous serons très heureux de vous retrouver la prochaine fois et nous pourrons même vous contacter ou bien visiter notre page Facebook, on sera très heureux de vous donner vraiment, de vous accueillir toujours dans les meilleures conditions. Voilà. Je n'ai pas réglé le problème du client, mais je l'ai traité de manière à provoquer une satisfaction, en tout cas une satisfaction, donc une appréciation positive de la qualité. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer l'importance des qualités psychologiques dans la qualité. Souvent, le problème n'existe pas. Un problème n'existe pas. C'est comme disait, je crois que c'est Bob Marley qui le disait, un problème qui n'a pas de solution n'est plus un problème. Voilà. Donc, quand l'individu vient vous demande quelque chose qu'il n'est pas possible de donner, quelquefois l'individu qui vous le demande, lui-même sait que ce n'est pas possible. Il le sait, c'est une provocation qu'il fait. C'est ça. Mais si vous vous dites, non monsieur, c'est pas possible, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, s'il vous plaît, partez, monsieur. Et ça va être client est devenu métier. C'est pourquoi il y a une de nos consoeurs, il y a une spécialiste du marketing qui a écrit un excellent livre. Et vous savez comment elle a appelé son livre? Les clients, nos ennemis des clients. Parce que quand vous allez dans les déjeuners de resto, les gens ne parlent que de leurs clients. Les moussofés, les mouniaoués, beliwa, etc. On ne parle que de ça. Alors que si on gagne de l'argent et qu'on arrive à avoir de la dignité dans notre environnement, c'est grâce aux clients qui rapportent de l'argent. C'est grâce à l'usager du service public qui nous permet notamment de pouvoir vivre dignement
et je voudrais qu'on continue, qu'on accorde un respect particulier, égal à celui qu'on donne au président de la République. On peut le donner aux clients et à l'usager des services publics. Parce que celui qui, en réalité, est tous les jours votre président de la République, ben c'est le client ou c'est l'usager du service public. Je tiens en tout cas particulièrement à insister là-dessus. Maintenant, la qualité psychologique, c'est simple. C'est d'abord de l'empathie. Je crois que mon confrère qui est passé l'a dit. Non, parce que si vous n'avez pas de l'empathie, ne faites aucun métier lié au marketing. Ne le faites, aucun métier lié au marketing, ne le faites pas. Je veux dire, c'est une condition éliminatoire. Si vous ne l'avez pas, ne le faites pas. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Je le disais la fois passée, ça veut dire délivrer son rôle. Oui, c'est ça. C'est se mettre à la place de l'autre. C'est extrêmement important. Quand quelqu'un vous parle, vous devez avoir la capacité d'écoute. Pas une écoute passive, parce que nous on distingue l'écoute passive de l'écoute active. L'écoute passive, c'est l'écoute à travers laquelle vous donnez un intérêt à ce que la personne vous dit. Et ça se traduit par une écoute, par des hochements de tête, par des reformulations, par des relances, etc. Pour que l'individu qui vous parle sache qu'il y a une dynamique d'échange, même si vous êtes dans le silence. C'est extrêmement important. L'autre aspect, notamment, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le sens de l'observation. Parce qu'il n'y a pas que la bouche qui parle. Il y a le verbal, il y a le non-verbal. Je veux dire, un client, rien que quand il vient vers vous, avant même d'arriver, en décortiquant son visage, son habillement, sa démarche, son visage, on peut tout de suite savoir, enfin on peut le savoir parce qu'il y a la morphopsycho, mais ça c'est très profond, mais on peut déjà avoir une idée de la personnalité, ou en cas du tempérament de l'individu qui veut nous parler, ou éventuellement du niveau culturel ou du niveau d'éducation de l'individu qui va nous parler. Quelquefois on le sait, hein, on va dire, man kay xamoon naa ne nitu àll la waaw xamoon naa ne moom xamul dara day common town la quoi waaye fii damay fekk non bu mu la fa fekk parce que bu fekkee ñu bëri ñooñu ñu mel noonu dañ la fay fekk en fin de compte dootoo amati salaire quoi entreprise yëppay daal ñu lépp ñu daal non bul def loolu bu waa ji ñëwee nekk un homme de un pël comme moi sol yére pël comme moi nekkal pël mel ni moom c'est ce qu'on appelle se mettre à la place de l'autre. C'est très important. Le sens de l'adaptation. Ah oui. Il faut savoir questionner les gens, poser les bonnes questions. Et pas des questions du genre questions policiers. Excusez-moi les policiers, hein, même si aussi vous faites du service. Hein. Voilà. Donc il ne faut pas poser des questions du genre interview, du moins enquête, mais il faut poser des questions dans le but de mieux comprendre, dans le but de mieux cerner qui est cet individu, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de moi. C'est le cœur de toute interaction ou de toute communication verbale interpersonnelle. Même quand tu vas en négociation commerciale, on va te dire que la négociation à 90%, c'est l'écoute client, c'est la phase découverte. Quand tu réussis la phase découverte, tu réussis tout le reste. Si tu ne réussis pas, tu ne réussis pas le reste. Si tu veux faire de la promotion, de la communication, de la publicité, tout ce que tu veux faire, si tu veux lancer un produit, tu ne fais pas du tout marché, si tu n'écoutes pas, tu ne comprendras pas. Et le principe du marketing, c'est connaître, s'adapter, agir efficacement pour influencer. Et c'est un processus itératif. C'est-à-dire que l'un ne vient pas avant l'autre. C'est des aspects qui s'enchaînent. Il faut d'abord connaître l'individu, le décortiquer, ensuite s'adapter. Parce que connaître et ne pas s'adapter, ça ne sert à rien. S'adapter à l'individu, son langage, son habillement, son niveau de culture, etc. Ce qui permettra maintenant de l'influencer. Parce que l'objectif du marketing, c'est d'influencer les clients. On cherche à l'influencer dans le sens de nos voeux, de nos intérêts, de nos objectifs, comme l'on le dit à la dont on sait bien expliquer. Donc, mais je voudrais préciser à ce point aussi que l'empathie, ça veut dire se mettre à la place de l'autre, mais attention, il faut chercher à comprendre l'autre, mais pas forcément à accepter. C'est très important. Ok? C'est-à-dire qu'on discute, tu me dis ce que tu veux, je comprends très très bien ce que tu veux, et c'est important que je reformule, etc. Que tu comprennes qu'il y a ce qu'on appelle, comme on dit en PNL, une synchronisation. C'est-à-dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais même si on est sur la même longueur d'onde, dans mon travail, il y a des choses que je peux faire, je comprends, donc je le fais avec plaisir, mais il y a des choses que mon travail ne me permet pas, donc je ne l'accepte pas. Je comprends votre situation, mais je ne l'accepte pas. Ouais. Et il est important de pouvoir dire gentiment, avec les mots qu'il faut, que ça, je ne peux pas le faire.
Maintenant, si le client insiste, ben, il y a le grand méchant loup là, qui a à l'entrée, qui pourra lui venir régler son problème, parce qu'un commercial n'insulte pas. Ouais. Un agent d'accueil ne dit pas des gros mots. Un agent d'accueil, c'est un ambassadeur. Donc c'est quelqu'un qui doit toujours être bien mis, il doit bien parler, il doit bien faire les choses. Et celui qui est le méchant, ben, c'est l'agent de sécurité. Ouais. Donc, là, ouais, c'est ça, oui. Et le bon vendeur doit savoir dire non sans perdre le client. C'est ce que je suis en train d'expliquer. De la manière la plus... voilà. L'autre aspect maintenant, dans les facteurs psychologiques, c'est l'ego drive. C'est d'une importance capitale. Vous savez pourquoi j'en parle souvent? Parce que l'ego drive, c'est le sens du challenge. C'est quelqu'un qui n'est content que quand il y a un challenge et qui a toujours envie d'être le meilleur. Je vous assure que quelqu'un qui n'a pas l'ego drive, soit vous le reformez, soit vous le virez. Si vous avez une entreprise et que quelqu'un ne veut pas de la compétition ou ne veut pas atteindre ses objectifs, mais virez-le. Je vous le conseille très fortement. J'adore les gens qui se réveillent en disant qu'aujourd'hui je vais exploser la baraque. Des gens qui se disent, hier j'ai fait, les clients étaient très heureux de moi, demain ils seront encore plus heureux de moi. On ne le dit pas en se disant il y aura un pourboire, il y aura un cadeau. Non, c'est d'abord pour son plaisir personnel. Quand l'Aïbamba se met comme ça, c'est pas pour vous, c'est d'abord pour son propre plaisir personnel. Faites-le aussi pour votre job, ça c'est extrêmement important. Voilà, nous venons de boucler plus d'une heure de live musical. Ah bah, c'est toi et moi, donc on ne peut pas s'arrêter. Un dernier conseil aux entreprises pour améliorer la qualité de leur service avant de passer à la version Wolof. Une version Wolof tout à l'heure, hein? Oui, très très courte. Ouais. Donc, l'autre aspect que je veux dire, oui, c'est qu'il y a, pour l'accueil, il y a avant l'entrée, à l'entrée, à l'intérieur, il y a à la sortie. Quand on dit bonjour, il faut savoir dire merci et au revoir. C'est très 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 important. Et avec la manière. Il ne faut jamais traiter un client sans lui dire bonjour. Dans la langue que vous voulez. Quand vous terminez avec quelqu'un, quelle que soit d'ailleurs la manière dont vous avez parlé ensemble, dites-lui au revoir. Bonne journée, au plaisir de vous revoir. Parce que, comme on l'a dit, la première impression est toujours la bonne. Mais attention, comment on appelle ça encore? La dernière est toujours celle qui reste. Autant on va te dire, autant aussi on va se dire, le tête mais le nerf testicolique. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est la dernière impression qui reste. Donc même si vous avez eu des petits problèmes lors de l'entretien, à la fin, gardez encore la main haute en ayant une sortie particulièrement honorable. Dans la mesure du possible, si vous pouvez avoir le contact du client, prenez-le pour le mettre dans vos réseaux sociaux. Ou bien, donnez-lui une fiche ou une carte, etc. Encouragez-le à venir sur vos autres plateformes pour qu'il puisse garder. Parce qu'un client, quand il vient une fois, il faut se dire que ça va être une fois pour toujours. Il faudrait que ça puisse être notamment un client qui sera fidélisé. Encore que si c'est un bon client. Quoi. Mais certains clients, on peut les donner gratuitement à la concurrence, comme je dis souvent. Voilà. Bien. Maintenant, le conseil que je donne aux entreprises, c'est de se dire que l'accueil c'est un métier. L'accueil c'est un design. Il faut penser l'accueil. L'accueil c'est un processus. L'accueil c'est des savoirs, c'est notamment un système de servition que vous mettez avec une capacité qu'il faut délimiter. Quand vous avez une agence qui ne peut prendre que 100 personnes, ne prenez pas 200 personnes ou 150 personnes. Créez une nouvelle agence ou créez des plateformes électroniques ou créez en tout cas, quand vous prenez le secteur bancaire, aujourd'hui ils ont développé le mobile banking, ils ont développé l'internet banking, etc. Ce qui permet de soulager les caisses et de diminuer l'affluence. Donc ça c'est très important. Mais quand vous avez une capacité de 10 et que vous prenez 100, ça pose un problème. Voilà. L'autre aspect aussi, c'est que dans les structures publiques, souvent il y a des problèmes de rendez-vous. Les gens, les rendez-vous, on les gère n'importe comment. On ne limite pas le nombre de rendez-vous par rapport à la capacité de traitement. Ce qui fait que si on dit, ok, on prend 100 rendez-vous par jour, les gens, quelquefois, ils vont prendre 110, 120. Pourquoi? Parce qu'il y a ma tante qui est passée, parce qu'il y a un ami qui a passé, parce qu'il y a l'autre client la dernière fois qui m'a donné un petit 5 000, il faut bien que je le fasse passer, etc. Et bien sûr, ça accroît la capacité de travail. Enfin, ça accroît la charge de travail. Et en matière marketing, on a toujours besoin de ce qu'on appelle un équilibre. Équilibre entre le potentiel client et la capacité de travail. Cet équilibre-là doit toujours être verrouillé. L'autre aspect, l'accueil est un métier. Formez vos gens. Avantage Consulting peut le faire.
L'Aibamba peut le faire, il y a beaucoup de spécialistes qui peuvent le faire. Il est important de former vos clients. Et quand vous les formez en accueil, ne les formez pas, ne faites pas des formations comme celles que je vois de temps en temps. C'est bonjour, l'accueil, c'est sourire, dire bonjour, saluer, se mettre droit, envoyer 4,20, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas des formations. Des formations de 4 heures une journée, ce n'est pas des formations. Il faut faire des formations sérieuses. La formation n'est pas un coût, c'est un investissement. Et il faudrait que l'investissement puisse être traduit par des résultats concrets, aussi bien sur les indicateurs quantitatifs que sur les indicateurs qualitatifs de l'entreprise. Donc recourez à de vrais professionnels et mettez les moyens pour pouvoir améliorer l'accueil qui est la vitrine de votre entreprise. Voilà. L'autre aspect aussi, c'est utiliser les réseaux sociaux, utiliser les médias. Venez voir l'Aibamba pour faire une promotion, passez sur Marketing Monde TV et ne vous dites jamais que c'est gagné. Ce n'est jamais gagné. En matière commerciale, c'est comme dans une relation de couple. C'est jamais gagné. Même jusqu'à 100 ans dans un couple, on continue encore. Il y a peut-être des possibles de se chamailler, donc il faut toujours se dire que c'est jamais gagné. Il faut être dans ce que Deming appelait le principe, en tout cas, de l'amélioration continue pour être toujours gagnant. Merci. Depuis le début, nous parlons du personnel en contact. Quelle est l'importance du facteur matériel dans l'accueil? Oui, le facteur matériel, on n'a pas eu beaucoup de temps et c'est vrai que je suis tellement passionné par ça que je ne peux pas m'arrêter. Le facteur matériel est déterminant. Parce que c'est comme je vous l'ai dit, quand vous entrez, ce que vous regardez en premier, c'est l'aménagement. Imaginez, vous allez dans une clinique, à l'entrée, vous voyez les gens qui pissent devant, quoi. Vous allez entrer, non. Même si on dit que c'est le médecin le plus compétent du monde. Voilà. Quand vous entrez dans une banque, on vous met des sièges en plastique, ou des trucs comme ça, ou des sièges en fer. Je crois que vous allez vous dire, bon, ok, salut, au revoir. Voilà. Quand, par exemple, je prends un cas très simple, pour vous dire l'importance de l'aménagement du matériel. En 2001, quand je travaillais avec le programme Dina Entreprise, certains le connaissent, qui avait beaucoup de volets, et un des volets c'était le développement, en tout cas du secteur de la microfinance. Et j'ai été parmi les premiers experts à travailler sur le marketing de la microfinance, pour lequel j'ai publié des articles d'ailleurs dans Marketing et Développement. Je salue au passage mon grand Babacar Sissé, qui a vraiment beaucoup participé dans ma formation en tant qu'expert, avec qui je travaillais, notamment celui qui dirige le cabinet Access Finance Gestion. Voilà. Au début, je suis venu, j'avais un programme de marketing pour une institution de mutuelle de microfinance. Et quand je suis venu, j'ai utilisé les techniques classiques du marketing, enquête, etc. et tout. Et après, je leur ai dit, votre politique de crédit n'est pas adaptée. Il faut une politique de crédit qui soit orientée aux besoins du client. Ils me disent, mais monsieur, c'est quoi? Il y a des politiques définies. Je dis non, la politique ne peut pas être définie. Ça, on n'est pas dans l'État. Où l'État dit c'est ça la loi. Non. En matière commerciale, on est entre un client et un demandeur et un offreur, et l'offreur doit s'adapter au demandeur. Donc, les types de crédits, le calibrage, les conditions d'accès, pour moi, vous devez les adapter à vos clients. Deuxième élément, et c'était un point d'acharnement entre l'USAID et moi, c'est que celui qui gérait le programme me dit, mais monsieur Kahn, dans vos rapports, vous parlez des clients, alors qu'en microfinance, il n'y a pas de clients. C'est en 2001, hein. Il n'y a pas de clients, il n'y a que des sociétaires. Hein. Je crois que nos amis qui sont dans la microfinance vont sourire. Je leur ai dit, pour moi, un actionnaire qui ne reçoit pas de dividendes, un actionnaire qui vient chez vous, il ouvre un compte, au bout de 3-4 mois, il va chez la concurrence, ce n'est pas un actionnaire. Donc pour moi, même s'ils sont théoriquement des actionnaires, il faut les considérer comme des clients. Et c'est pourquoi, pour moi, une agence, une mutuelle, on ne peut pas l'aménager avec un décor de pauvre. Parce que c'était ça, des sièges en plastique, de la peinture en eau, etc. Il n'y a pas de carreaux. Ils me disent, mais monsieur Kahn, si on fait ça, ça va faire fuir les pauvres. Je dis non. Il faut comprendre que le rêve du pauvre, c'est d'être riche. Si moi, je vends du gâteau de café au marché, vous me dites, c'est une banque pour vous. Si vous gardez de l'argent, demain, vous serez riche. Mais Dieu, je commence à me dire, ok, je vais commencer à épargner parce que vous commencez à me faire rêver. Voilà. Les riches ne rêvent pas d'être riches. Hein. Les riches rêvent d'aller au paradis. C'est pourquoi il paraît qu'ils sont en train de singer le paradis, là, avec des grandes maisons et des piscines à l'intérieur, etc. Donc ça, c'est à mon avis extrêmement important à prendre en considération. Voilà, je crois que c'est la fin de l'émission. Oui. D'habitude, on s'est limité à 1 heure, mais là, nous avons dépassé largement l'heure d'émission. Je suis avec un passionné de marketing. Oui. On peut faire 24 heures d'accueil. Là, je vous dis, on parle de 24 heures d'accueil. Je vous l'avais dit en début de... lorsque j'ai démarré le live, je vous dis que si on prend un thème, on peut parler pendant toute l'année
de ce thème parce qu'il y a des spécialistes qui peuvent le faire. Donc voilà, c'est un peu ça, Marketing TV Monde. On va parler de Marketing TV Monde. Oui, avant de parler de Marketing TV Monde, il faut parler de Live Bamba, je te connais. Non, c'est très important, parce que je disais tout à l'heure que je voudrais vraiment, parce que j'ai arrêté d'enseigner il y a un mois, je voudrais remercier toutes les écoles, tous les business schools et les universités, que ce soit l'Université de Dakar, l'Université du Sahel, l'Université de Saint-Louis, enfin tous ces gens-là qui m'ont donné l'opportunité en tout cas de partager mes expériences avec leurs apprenants, je voudrais les remercier ici. Je veux dire tout simplement une chose. Il est important que les jeunes comprennent que nous ne pouvons pas vivre comme des animaux. Excusez-moi pour le mot, je suis devant un public. Vous savez, l'animal se réveille et se dit qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Je cherche à manger. Il mange, ensuite il se dit je cherche à boire. Ensuite il cherche à boire, ensuite il se dit il faut que je joue. Ensuite il joue, ensuite il va en fin de compte il faut que je dorme un peu. Il va dormir, il se réveille, il reprend le même processus jusqu'un jour il va mourir. C'est ça l'animal. Est-ce que nous devons nous dire que mon objectif c'est d'avoir un job? Non, c'est un point très important. On pourrait en parler ailleurs sur l'emploi des jeunes et autre chose. On ne peut pas avoir comme objectif de se dire Yana Amligé. Et quand tu viens dans ce travail, tu dis Yana Fides. Et après, tu fais la guerre aux autres en se disant Laye Bamba Seck est mon supérieur. Si je vais voir un grand marabout, je vais le marabouter, il va tomber, je vais monter. Il faut que cette mentalité-là, qu'on puisse l'enlever de nos têtes et la jeter dans l'océan, qu'elle aille en Europe ou ailleurs. Je veux même que ça aille plus profond que ça n'aille nulle part. Les gens qui ont réussi dans le monde ont réussi parce qu'ils se sont battus. Parce qu'ils ont cru que, enfin, ils ont compris que les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, les enseignements de Allah Malick Sy, mais c'est ñàkk njëriñu. Loo liggéeyul doo ko am. Loo fa deful doo ko fa fekk. Dire que amna serigne suma ñaarale ma génn ci c'est faux. Dire que su fekkee jaar naa ci réseau je sais pas franc-maçon homosexuel su ma fa duggee dina baax du baax lenn kese mooy baax mooy bats-toi, forme-toi, améliore-toi, fexeel chaque jour te dire que est-ce que je suis meilleur que ki ma nekkoon démb. Et chaque jour dis-toi que mon combat c'est que ma mun góorgóorlu. C'est éventuellement sur le plan personnel. C'est très important que les gens aient de l'humilité, qu'ils se remettent en question, mais qu'ils soient ambitieux sans être des rêveurs, et qu'ils se disent que je veux demain être le patron de ce pays. Mais patron de ce pays, jarul politique. Le Sénégal a des patrons plus importants et plus connus que notre patron. Je crois que Aura je crois que mon président c'est quelqu'un boo xam ne tu ne peux pas dire que dafa doon ñaanal de fii wala gauche droite. Tout le monde a vu son cursus fu mu jaar fu mu egg. Et il n'est pas le seul, il y en a énormément d'autres comme ça. Et vous pourrez être une grande icône pour le Sénégal, ce qui fait qu'on sera fiers de vous au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Donc je vous encourage encore à vous améliorer. Voilà. Maintenant, cette chaîne que vous avez créée est venue à son heure. Parce qu'on a besoin d'espace de partage. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a avec l'enseignement supérieur, c'est que les contenus des formations n'ont rien à voir avec la réalité professionnelle. Voilà, ça je l'ai dit à beaucoup de ministres que j'ai rencontrés, ça m'a même valu certains problèmes. Je l'ai dit publiquement lors de séances télévisées à la RTS d'ailleurs, à des ministres. Je l'ai dit devant le Premier ministre à plusieurs reprises. Vous ne pouvez pas dire aux gens, vous avez une formation générale, on te fait un master 2 en marketing. Un master 2 en marketing, un master 2 en métier, c'est quel métier? Directeur commercial, directeur responsable de la communication, responsable études de prévision, community manager, il y a des milliers de métiers. Et tu veux me dire que tu as un master en marketing, tu es bon en quoi? Aujourd'hui, tous les DRH ont un problème. C'est quand tu recrutes un profil, tu es obligé toi-même en fait d'essayer de faire le job pour qu'il puisse être reprofilé et qu'il puisse être adapté. Alors que l'entreprise a besoin de ressources formées et adaptées. Et c'est très important sur sa prise en charge dans la formation. L'autre aspect, il est important dans la formation de développer, d'innover ou en cas d'améliorer les méthodes de formation. Les gars, les face-to-face dans la formation, être là à réciter devant les gens, ça n'avance personne. À la limite, c'est pourquoi quelquefois les étudiants sont libres. Mais on a des outils comme l'outil de... Aujourd'hui, est-ce qu'un prof t'a déjà consulté pour te dire je veux utiliser des vidéos pour mon cours? Pas encore. Ben les profs, venez le voir. Non, c'est ça. C'est vrai. Allez utiliser, si vous dites, bon, on parle de l'accueil, allons voir quelques séquences de trucs.
on parle de, je sais pas, de management, voilà, on parle de leadership, etc. Mais il y a des émissions que vous faites avec des professionnels, mais à mon avis, c'est énorme. Les profs ne les utilisent pas. Voilà, les profs, voilà. Les écoles aussi ne font aucun effort. Les instituts, les écoles ne font aucun effort, en tout cas ne font pas beaucoup d'efforts pour améliorer les méthodes de formation. Alors qu'aujourd'hui, la technologie permet de mieux faire comprendre. Et les jeunes que nous avons, ce n'est pas des jeunes de mon âge. C'est des jeunes plus jeunes que je like pas. C'est des gosses qui snap, qui font Facebook, qui vont sur Twitter, qui vont sur WhatsApp, qui sont très compétents sur tout ce qui est médias sociaux, etc. Je crois qu'il faudrait que l'enseignement aille rechercher les jeunes là où ils sont pour mieux adapter les formations. Voilà. Donc, moi je suis fier que tu en sois arrivé là, parce que tu as été quelqu'un de très 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 passionné par ce que tu fais. Ouais. Et la passion, c'est le premier moteur du succès. Je te souhaite encore beaucoup d'autres succès. Merci. Et je voudrais qu'ensemble aussi qu'on développe beaucoup d'autres choses pour le bien-être de nous-mêmes. Il faut l'annoncer déjà, vous serez désormais chaque semaine ou chaque 2 semaines sur Marketing TV Monde. Ça dépend de vous. Non, Voilà. allez-y, chaque semaine si vous voulez. Moi, je suis passionné par le marketing. Je suis passionné par la... Vous savez, je ne fais pas de la politique dans les partis classiques. Ma politique à moi, c'est de dire comment je peux contribuer au développement du Sénégal. Je fais très peu de social, mais ce n'est pas important. Le plus important pour moi, c'est de dire comment encadrer les jeunes, comment former les jeunes, comment prendre les professionnels et leur permettre de s'améliorer, comment permettre à des PME, des petites entreprises, comment leur permettre d'avoir des outils, etc. Ça, je le fais avec un bonheur énorme, parce que pour moi, personne ne fera le développement de ce pays. Nous sommes les seuls qui feront le développement de ce pays. Et je voudrais aussi que les grands patrons d'entreprise comprennent que s'ils cherchent des compétences, les meilleures compétences sont ici. Je peux comprendre qu'on cherche des expatriés pour des domaines pointus de technologie ou de savoir qui ne sont pas encore développés chez nous, mais je voudrais qu'on reste encore ici, parce que nos experts qui sont là sont des experts aussi à l'international. Donc ça aussi, je voudrais plaider pour nous, voilà, pour l'ensemble des experts. Voilà, merci, à tout à l'heure pour l'émission Wolof. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Voilà, une petite synthèse en Wolof pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Molière. Voilà, la langue de Molière. J'espère que les gens ne sont pas allés se coucher. Non, ils sont là. Ils sont là. À tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir 2 autres cafés? Oui, tu as demandé? Oui, on peut demander. 2 cafés.